Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce jeudi 28 août. Toute l'actualité près de chez vous, invités, décryptage, reportage et votre météo à venir. Et le Prince Souverain qui a inauguré hier soir une exposition consacrée à Le Corbusier. L'événement marquait les 50 ans du Conservatoire du Littoral et les 60 ans de la disparition du grand architecte urbaniste à Roquebrune-Cap-Martin. La découverte des premiers travaux de rénovation au Stade Louis II qui débuteront la semaine prochaine. Et puis dernière semaine de vacances à Monaco, avec le samedi soir le 6, le retour des concerts de la voûte, dont nous parlera l'un des créateurs de ce moment suspendu, David Lefebvre, premier violon solo, super soliste de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Le rideau de fin est tombé lui hier soir sur le 18e mondial de théâtre amateur. On fera ensemble le bilan de cette édition avant de nous rendre au Grimaldi Forum pour redécouvrir une des grandes expositions estivales en principauté, Monaco et les Napoléons destins croisés. C'était l'événement de la soirée, le tirage au sort de la Ligue des Champions ce soir à Monaco, effectué par deux grandes légendes du football, Zlatan Ibrahimovic et le Brésilien Kaká, qui nous ont donc offert des affiches de prestige dans tous les sens pour la première phase appelée phase de Ligue jusqu'au 28 janvier prochain pour nos trois représentants français, dont l'AS Monaco FC, avec l'ambition bien sûr de se qualifier directement pour les huitièmes de finale en terminant dans les 8 premiers de ce mini-championnat à 36 clubs. Éviter comme Monaco l'an dernier les barrages bien sûr, en terminant cette fois entre la 8e et la 24e position, et l'élimination directe pour les 12 mauvais élèves. Alors, grand rendez-vous à noter d'ores et déjà pour les Rouges et Blancs. À la maison, l'équipe d'Adi Hutter va recevoir Manchester City, Tottenham, la Juventus Turin, l'ancien club de Paul Pogba, et Galatasaray qui a engagé juste avant le tirage au sort cet après-midi le défenseur ivoirien de l'ASM, Wilfried Singo. Monaco va se déplacer 4 fois là aussi à Madrid pour y défier tout d'abord le Real de Kylian Mbappé, puis ira en Belgique au Club Bruges et devra se rendre en Norvège, tout là-haut, au nord du cercle polaire, à Bodo Glimt, l'une des surprises de ce tirage au sort, et effectuer un déplacement aussi plein sud à Chypre pour retrouver le club de Paphos. On connaîtra le calendrier exact d'ici 48 heures. À noter pour les autres formations de Ligue 1, des affiches aussi somptueuses, Marseille, Liverpool, Real OM, ou encore pour le champion d'Europe en titre, le Paris Saint-Germain, un énorme déplacement au Barça et la réception du Bayern Munich. Les premières rencontres auront lieu les 16, 17 et 18 septembre prochains. Et puis demain, toujours à Monaco, se déroulera le tirage au sort cette fois de la Ligue Europa. C'était en discussion depuis plusieurs années, et ça y est, le Stade Louis II s'apprête à vivre un lifting en profondeur. Étalé sur 10 années, les travaux de rénovation commenceront ce lundi avec une première phase qui va donc concerner tout d'abord les tribunes, les buvettes et les sanitaires. Aussi plus de détails sans plus tarder dans ce reportage de Yannick Debevert et Camille Caloni. Le Stade Louis II a fêté ses 40 ans en début d'année, un âge auquel on commence à voir les rides apparaître. L'opération lifting de l'enceinte sportive commence donc ce lundi et s'achèvera en 2035. Première étape dans ces travaux, la rénovation des tribunes, des buvettes et des sanitaires. Les travaux qui vont commencer à partir de lundi, ça va être de démontage des sièges. Une bonne grosse phase. Après on vient repréparer tous les supports, préparer, poncer l'ancienne étanchéité et on va refaire l'étanchéité et remettre des sièges neufs. Et après aussi en parallèle, pour chaque zone de travaux, on va refaire des sanitaires à neuf et en nombre suffisant, adapté PMR, et aussi des buvettes, des espaces de buvettes en nombre suffisant par rapport au nombre de places assises. Les sièges jaunes iconiques vont disparaître, la fin d'une ère pour la section football, mais les travaux concerneront bel et bien l'ensemble des associations installées dans l'enceinte du Louis II. On commence pendant 2 ans donc, sur cette opération que vous voyez aujourd'hui. Et puis après, on s'attaquera vraiment plus à l'intérieur du stade, toujours en collaboration très étroite avec les associations et les fédérations, parce que ça c'est très important. Il faut que tout le monde ait le même niveau d'information pour n'inquiéter personne et surtout pour que le travail qu'on va faire pendant les 10 années qui arrivent soit en relation avec leurs souhaits, puisque c'est eux qui travaillent au quotidien dans nos salles. L'ensemble du projet de rénovation sera dévoilé dans quelques jours lors de la conférence de presse de rentrée du gouvernement princier. Les féminines du Monaco United FC, elles, ont disputé hier leur 2e et dernier match de préparation avant le début du championnat.
Un premier gros test pour les Monégasques face au Milan AC. Les joueuses de Marco Simone sont inclinées 5-1 à la Puma House of Football. Résumé de ce déplacement riche d'enseignements, signé Gaëtan Lebrun et Julien Laugier. Après un large succès le week-end dernier face à Arles, les féminines du Monaco United FC s'attaquaient hier à une référence du football européen, l'équipe féminine de l'AC Milan. Malgré un bon début où les joueuses monégasques auront parfaitement répondu à l'intensité italienne, elles ont fini par craquer en concédant l'ouverture du score avant de revenir dans le match sur une magnifique inspiration de Morgane de Sexas. Mais touchées physiquement, les rouges et blanches ont laissé les Milanaises s'envoler en deuxième période. Score final 5-1, un résultat jugé encourageant par Marco Simone au vu des qualités techniques et de l'engagement mis par son équipe. Je suis très satisfait parce que, surtout la première mi-temps, même dans certains moments de résultats, on a développé de bons moments du jeu. Et donc je suis très satisfait. Et on est conscient, ça fait 10 jours seulement qu'on vient de démarrer. Donc 10 jours que cette équipe est nouvelle. Et les joueuses, ils ne se connaissaient pas et on a commencé cette aventure. Et je suis vraiment satisfait parce qu'au bout du match amical, on voit et je vois qu'est-ce qu'on travaille. Donc on se reconnaît de le travail qu'on est en train de faire dans la semaine et ça c'est important de le retrouver dans le jeu. Une équipe portée vers l'avant dont l'objectif principal est de jouer au ballon avant même de penser à gagner. On aura pu peut-être éviter un ou deux buts en dégageant le ballon. Moi je ne veux pas que mon équipe dégage le ballon. Je veux que mon équipe fait des erreurs et qu'elle peut prendre des buts mais parce qu'il y a une idée dans la volonté de maintenir le ballon. On joue avec les ballons, on ne joue pas avec les courses sans ballon. Donc je veux qu'ils soient en train de le faire, que ce soit l'entraînement, que ce soit dans les deux matchs qu'ils viennent de faire, ils sont en train de faire l'idée d'avoir tout le temps le ballon. Dans les pires conditions, c'est pour ça que dans un moment, il y a une joueuse qui a dégagé le ballon et ça je ne veux pas le voir. Les Monégasques évolueront cette saison en 5e division dans le district des Alpes-Maritimes avec un objectif clair, remporter le championnat. Je pense qu'il n'y a déjà de secret pour personne, on veut monter et j'espère qu'on va y arriver. En tout cas, ils mettent tout en place pour qu'on y arrive, donc notre objectif c'est vraiment monter. Une belle expérience pour les joueuses du Monaco United FC qui ont continué leur progression ensemble. Prochaine échéance maintenant face au Drap Football féminin pour l'ouverture du championnat. Tennis avec le début de l'US Open et les premiers tours de simple à New York. Pour les doubles messieurs, tout commence demain. Et cette année encore, la principauté pourra compter sur ses deux représentants. Romain Arneaudo, vainqueur à Monaco au printemps dernier, qui sera associé pour l'occasion au vétéran indien Juan Bopana, 45 ans. Et puis Hugo Nys, lui, qui va retrouver son complice cette saison, le français Édouard Roger Vasselin, pour une 7e participation à l'épreuve américaine. Notre correspondante aux États-Unis, Alexandra Pani, a pu s'entretenir avec lui à l'approche de son premier match. On l'écoute. On a commencé à Washington il y a déjà plus d'un mois, presque un mois et demi. Donc Washington, ensuite Toronto, Cincinnati. Et là on est à New York donc pour finir cette grande tournée avec le tournoi le plus important. Et je me sens plutôt bien. Je suis toujours à l'approche des grands chelems. Je suis très motivé, très excité à l'idée de jouer encore un grand chelem de plus et d'aller essayer de chercher le Graal. Donc avec Édouard, on joue depuis le début de l'année, Édouard Roger Vasselin. On essaie de se battre pour accéder au Masters à Turin en fin d'année. Pour l'instant, on est 9e. Il faut être dans les 8 premiers. Donc voilà, on va s'accrocher. Il reste quelques tournois et le plus important de la fin d'année qui est l'US Open. J'ai encore cet objectif de gagner un grand chelem. J'étais en finale seulement pour l'instant. Donc à chaque fois, c'est un nouveau tournoi et on est toujours comme des enfants qui arrivent pour la première fois sur un grand chelem, en tout cas pour ma part. Donc, super heureux d'aborder ce tournoi encore. Et après l'Amérique, Hugo Nys retrouvera la principauté et son fidèle partenaire en rouge et blanc, Romain Arneaudo, pour préparer le prochain rendez-vous de l'équipe nationale de Coupe Davis, Monaco, qui se rendra à Chypre les 13 et 14 septembre prochains. Des rencontres à suivre, bien sûr, en direct et en intégralité sur Monaco Info. Chemise blanche de rigueur, petite lunette ronde de circonstance, à l'occasion
de la célébration des 60 ans de la disparition de l'architecte urbaniste Le Corbusier avec l'exposition qui lui est consacrée, Le Corbusier au Cap-Martin, souvenirs intimes. Le prince souverain a inauguré hier après-midi cette exposition événement qui marque également les 50 ans du Conservatoire du Littoral et a réuni élus, responsables du patrimoine et amoureux d'architecture autour du cabanon du maître. Reportage de Christinda Petit-Homel et d'Arnaud Humbert. Devant la Méditerranée, le hangar Cap Moderne s'est transformé en lieu de mémoire. Ici, là où Le Corbusier venait travailler et se reposer, le prince souverain a rejoint élus et responsables du patrimoine pour donner le coup d'envoi de cette commémoration. Une inauguration placée sous le signe de la culture et de la protection environnementale. Après la découverte de l'exposition, un documentaire a d'abord rappelé l'importance de la protection des côtes méditerranéennes et l'héritage de Le Corbusier sur ce site unique. Le Conservatoire du Littoral protège depuis 1975 les espaces littoraux les plus emblématiques, mais pas uniquement naturels, mais aussi culturels, puisqu'on s'aperçoit que finalement le patrimoine qui nous a été légué par le passé appartient à la fois au naturel et au culturel. Et on a une petite singularité sur ce site, puisque c'est le plus petit site du Conservatoire, sur 1 hectare, et avec une renommée internationale, puisqu'il y a été la préfiguration de l'architecture moderne. Et à la fois, c'est une biodiversité exceptionnelle, avec des espèces encore rares à préserver. Et le Conservatoire du Littoral va étendre aussi sa compétence sur le milieu marin pour allier un peu cette interface terre-mer sur ce bout de territoire qui a une histoire, mais aussi une richesse écologique. Puis direction le cabanon et la villa E1027 de Le Corbusier et Éline Gray, chef-d'œuvre moderniste pour une visite ponctuée de discours et de souvenirs. Il est séduit évidemment par les lieux, il y trouve un autre attachement qui est celui de Thomas Robutato qui, à la même époque, en 1949, ouvre un bar-restaurant, l'Étoile de Mer, à quelques mètres au-dessus de la villa E1027. Les deux hommes se lient d'amitié, au point que Thomas Robutato cédera la parcelle mitoyenne à Le Corbusier, où il installera son fameux cabanon dès l'été 1952. Alors, quand Le Corbusier construit pour les autres, il construit en grand et en béton. Quand il le fait pour lui, c'est pour ses vacances, c'est petit et c'est en bois. C'est ce qui fait que cette architecture est unique. Je dirais que c'est presque une architecture réversible. Le Centre des Monuments Nationaux s'emploie à ce qu'elle ne soit pas trop réversible, justement pour la conserver et la transmettre. Et donc l'histoire aurait pu s'arrêter en 1952, mais Le Corbusier se fait installer en 1954 une petite baraque atelier dans laquelle il travaille face à la mer. Et puis 3 ans plus tard, il construit pour Thomas Robutato, de l'autre côté de l'Étoile de Mer, 5 unités de camping. C'est comme une sorte d'hôtel rudimentaire dans lequel les vacanciers sont invités à séjourner par Thomas Robutato. Un moment de partage qui mêlait culture, architecture et nature au cœur d'un site classé parmi les plus beaux trésors de la Méditerranée. Le retour très attendu et toujours apprécié la semaine prochaine des concerts de la voûte au sein d'un lieu inhabituel en l'église réformée. Un événement mensuel propre à découvrir le monde de la musique classique autrement dans un univers différent. L'un de ses créateurs, David Lefebvre, premier violon, solo et super soliste de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, est avec nous ce soir pour évoquer ce concept novateur en la matière. Bonsoir à vous. Bonsoir cher Christophe. Quel plaisir de vous recevoir et de s'attendre encore une fois à une saison assez incroyable pour le monde de la musique et dans son accessibilité bien sûr, avec cette idée géniale des concerts de la voûte. Ça recommence et c'est tant mieux, ça recommence le 6 septembre. Tout à fait Christophe et sachez, je me permets de dire que le plaisir est partagé d'être avec vous ce soir ici à l'antenne. Avec évidemment une église réformée qu'on commence à connaître maintenant pour assister à des concerts qui sont très particuliers. C'est un concept que vous avez bien travaillé avec Catherine Nikitine. Nous avons voulu créer les concerts de la voûte à l'image de ce que pour nous serait ou doit être le concert parfait. Nous sommes par exemple pour les concerts sans entracte. Nous avons envie de garder l'intérêt du public pendant ce moment, mais surtout si nous avons un concert sans entracte, c'est les concerts ne seront jamais trop longs et jamais trop courts, c'est-à-dire c'est le moment qu'il faut pour le public de s'asseoir, d'oublier les problèmes qu'ils ont laissés à la porte de l'église
l'église réformée, de se concentrer, de fermer les yeux et de partir pour un voyage variant d'1 heure à 1h15 environ. Pour la première, le 6 septembre prochain à 19h, Catherine Nikitine va commencer avec une œuvre très difficile qui s'intitule en tout cas les 24 études de Frédéric Chopin. Il y a une dextérité particulière au piano pour Catherine. Tout à fait, Christophe, tout à fait. Je ne suis pas persuadé que ça a été fait fréquemment, les 24 études. Et c'est dommage parce que si vous voulez, c'est 2 cycles, 2 opus de 12 études, mais je pense... on pourrait penser que ça peut créer l'ennui d'écouter les 24 études l'une après l'autre, mais pas du tout. Je pense que l'expérience pour l'auditeur sera absolument passionnante, parce qu'également, rares, ces concerts sont démocratisés pour tous. Et les 10 concerts d'ailleurs de la saison 2025-2026 des concerts de la voûte, ces 10 concerts auront le même objectif. La musique, c'est quelque chose qui s'écoute avec le cœur, et surtout, c'est pas des paroles pour attirer la sensiblerie, mais j'y crois vraiment. Il faut l'écouter avec le cœur, la musique. En plus, vous l'expliquez, vous la racontez bien sûr à chaque fois. Exactement. Les concerts de la voûte sont à l'image de ce que nous voudrions comme concert en général. Et moi, j'ai trop souvent vu, je le dis, les yeux dans la caméra, des gens passionnés par la musique, passionnés par la symphonie qu'ils vont venir écouter, passionnés par l'œuvre qu'ils vont venir découvrir de Bartók qu'ils n'ont peut-être jamais entendu, mais quelque part, il leur manque quelque chose. Il leur manque cette petite explication, et ça, vous m'y avez amené. C'est une caractéristique des concerts de la voûte. Nous tenons à présenter, je le souligne succinctement, nous allons pas partir dans de grands débats philosophiques, mais une anecdote. Pourquoi le compositeur a écrit ça. Et après, ils pourront discuter avec vous, échanger, et aussi pour la bonne cause et en solidarité. Il y a une œuvre qui vous tient à cœur, je sais à tous les deux. Cette œuvre, c'est Lueur d'espoir. Vous pouvez le trouver bien sûr sur lueurdespoir.fr, tous les renseignements. Bien sûr. Mais voilà, il y a évidemment une soirée qui est dédiée à une ONG. Oui, et pour nous, pour Catherine et moi, c'était un symbole que le premier concert de cette saison, pardonnez-moi, soit offert à une œuvre caritative aussi belle que celle-là, Lueur d'espoir. Et évidemment, je tiens à souligner, mais ça va de soi, que tous les fonds récoltés seront évidemment reversés à cette association qui est une association du Togo, togolaise, et qui aide les enfants abandonnés dans la rue. En effet, c'est double joie pour ce concert, se laisser emporter par une œuvre fleuve, ces 24 études, mais également participer à sa manière et comme on peut, aider un petit peu ces enfants qui sont malheureusement dans la rue sans rien. Vivement ce moment suspendu avec vous, David Lefebvre et Catherine Nikitine. Ce sera donc le premier de la saison ce samedi à l'église réformée. Il y a toujours de très bonnes ondes qu'on vous envoie encore ce soir. Merci d'avoir été avec nous. Merci Christophe, merci à vous de votre gentillesse et de vos questions magnifiques. Merci. Et puis quand vous le souhaitez, prenez le temps, si ce n'est déjà fait, d'écouter sur votre réseau préféré le podcast Monaco Info de Catherine Nikitine au micro de Geneviève Berti pour en savoir encore un peu plus sur l'artiste que vous pourrez applaudir donc au prochain concert de la voûte samedi prochain. Dernier regard maintenant vers le 18e mondial de théâtre amateur qui s'est achevé hier soir au Théâtre Princesse Grace et en présence du prince Albert II. Pendant 8 jours, la principauté a vibré au rythme du théâtre venu des 4 coins du monde. Un rendez-vous culturel qui a rassemblé des troupes internationales et un très large public. Voici le reportage de Christinda Petit-Homel, accompagnée d'Arnaud Humbert. Hier soir, le rideau est tombé sur la scène du théâtre Princesse Grace à l'occasion de la clôture du Festival mondial du théâtre, un événement marqué par la présence du souverain venu saluer la vitalité artistique et culturelle de la principauté. L'objectif de ce festival, favoriser le dialogue des cultures à travers l'art théâtral. L'objectif du festival, c'est de permettre à des amoureux de théâtre de venir partager leur vision du théâtre
depuis leur culture différente, puisque bien évidemment un Indonésien, un Japonais, un Centrafricain, un Cubain, un Français n'aborde pas un spectacle, n'aborde pas un texte, un thème de la même manière. Le Maroc qui nous donne Antigone de Sophocle. On a eu le Japon qui nous a donné la maison de Bernarda Alba de Garcia Lorca, et on a eu l'Indonésie qui a monté un spectacle sur Bukowski. On voit que alors qu'on pouvait penser que c'était des thèmes ou des éléments fondamentaux de la culture occidentale, de notre culture, ce sont des thèmes qui sont utilisés, d'abord partagés, connus et utilisés par des troupes d'horizons culturels très différents. Et donc ça, c'est le but du festival, d'avoir cet échange autour d'une passion commune qui est le théâtre et autour de, bien évidemment, d'un partage interculturel. Une édition qui a permis de réunir des troupes amateurs venues de 5 continents différents. Un bilan plus que positif puisque le public était au rendez-vous. Premier bilan, c'est l'enthousiasme qui est de tous les festivaliers, de tous les membres de l'organisation. Le regret que le festival ne dure que 8 jours et qu'on aimerait bien que la rencontre se poursuive. Donc un sentiment de fierté d'avoir pu organiser le festival, un sentiment de remerciement, de reconnaissance à l'endroit de la famille princière qui soutient le festival depuis son origine en 1957 et des autorités monégasques qui apportent les moyens pour qu'il puisse exister et traverser les années, et l'immense satisfaction de voir que le bénévolat, puisque c'est une organisation mise en œuvre par des bénévoles, a encore ses lettres de noblesse en principauté. Dans la salle, enthousiasme partagé avec les spectateurs, à l'image de Marie, venue en famille. Alors on vient assez régulièrement à ce théâtre, mais là je trouve que proposer des pièces internationales comme ça, de théâtre amateur, ça nous ouvre sur un théâtre où on ne serait pas forcément venu en temps normal. Et on a la surprise de découvrir des pièces puisqu'on a les pays, mais on n'a pas le programme à l'avance, donc c'est un peu une surprise pour nous aussi ce soir. Est-ce que ça vous a plu? Oui, beaucoup. On reviendra, je crois que dans 4 ans, il faut attendre un petit peu pour la prochaine édition. Un festival qui, une fois encore, confirme Monaco comme une scène ouverte sur le monde. Et la soirée ne s'est pas arrêtée là. Après la clôture au Théâtre Princesse Grace, l'événement s'est poursuivi au Yacht Club de Monaco. Le prince souverain y a présidé une réception au cours de laquelle il a remis 4 médailles pour le mérite culturel. Un moment chargé d'émotions venant couronner cette édition. Je vous propose d'entendre l'un des médaillés du soir. Très belle médaille, et je pense une médaille, on m'a glissé dans l'oreille que c'était une médaille qui était décernée à peu près 25 fois dans l'année à Monaco, donc je suis très très honoré de recevoir cette médaille. Je participe au Festival mondial de Monaco depuis 1985. J'ai eu le plaisir et l'honneur de jouer en 1985 devant la princesse Antoinette, et j'ai beaucoup travaillé. Je travaille encore avec le studio de Monaco, notamment pour fournir les animateurs des colloques, et en tant que président du Centre français, j'organise des stages pendant le festival. Les adhérents désirant participer à la sortie d'automne de l'Amicale des aînés monégasques sont invités à se faire inscrire au siège social du foyer Régnier 3, soit le mardi 9 septembre, soit le mardi 16, entre 15h et 17h. La sortie automnale se déroulera, notez-le, le mardi 14 octobre prochain, en Italie, avec notamment une visite du marché de San Remo. Comme tous les soirs cette semaine, retour sur une des expositions phares de l'été, après Coco Chanel les années folles, après Cactus et couleurs, au Grimaldi Forum, autre présentation d'exception avec l'exposition jusqu'à dimanche soir intitulée Monaco et les Napoléons, destin croisé, une véritable plongée au cœur de l'histoire. La visite est signée Sarah Inkari, accompagnée de Thomas Deus. 200 trésors d'art et d'histoire réunis en un même lieu. Monaco et les Napoléons, destin croisé est une exposition exceptionnelle sur les liens entre la dynastie Grimaldi et les 2 empereurs français. Pour la visite presse, un descendant de Napoléon a fait le déplacement.
J'ai appris beaucoup de choses. Je savais que le prince Honoré V avait été aide de camp de Murat, qu'ils avaient été ensemble à Elo, en Espagne, mais j'ignorais que le prince Charles III avait failli épouser la princesse Anna Murat, et j'ignorais complètement que le prince Albert Ier avait épousé la petite fille de Stéphanie de Beauharnais. Donc les liens ne sont pas juste des liens diplomatiques et affectueux entre la famille Bonaparte et la famille Grimaldi, ce sont aussi des liens de sang. Parmi les objets rares, ces échanges entre le prince Honoré et Alexandre Dumas, le chapeau emblématique de Bonaparte ou encore ces horloges que l'empereur avait distribuées à ses soldats. Vous me verrez perdre des batailles, mais jamais l'heure, disait-il. Elles appartiennent, comme un tiers des objets exposés, à ce collectionneur. Tous les objets, c'est important pour moi, pour ma cœur, parce que j'ai acheté, comme d'habitude, c'est ma passion. J'aime beaucoup, j'achète. Ça c'est important, et aussi pour remplir collection. Par exemple, pour remplir collection de tabatières, c'est très important pour réfléchir toutes les périodes, 18e, 19e siècle, début du 20e siècle. C'était comme un cadeau, c'était comme quelque chose, un signe de bonnes relations. Le parcours retrace l'histoire de la principauté sur un peu plus d'un siècle et évoque les moments de gloire comme les périodes les plus difficiles pour le pays. L'annexion par la France en 1793 par exemple, mais la visite commence un peu plus tard, en 1815, sur une plage de Golfe-Juan, lorsque de retour d'exil, Napoléon Ier pose le pied sur le sol français. Si l'épisode est célèbre, ce que l'on sait moins, c'est qu'un prince monégasque, Honoré V, était l'un des premiers témoins de ce retour. Et juste après ce journal, place à votre émission Asphalte Rétro. Ce soir, direction la villa La Vigie, où vous retrouverez Vanessa Dessy aux côtés d'une légende, la Ferrari 275 GTB, ligne intemporelle, puissance rare, élégance absolue, un voyage au croisement de l'histoire et de la passion automobile. Et avant de découvrir votre météo, en compagnie d'Alban Gingembre, comme le veut la tradition, on termine votre journal par les instantanés du jour avec l'inauguration de l'exposition Le Corbusier au Cap-Martin qui a eu lieu hier en présence du prince souverain. Les photos sont signées Stéphane Dana et Frédéric Nébinger. Demain, c'est Sarah Nkari que vous retrouverez pour un tout nouveau journal. D'ici là, passez toutes et tous une très belle soirée et plus que jamais, vous le savez, vous êtes bien sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous, attention, le vent se lève demain à Monaco, de fortes rafales sont attendues dans l'après-midi, notamment jusqu'à 70 km/h. Il fera beau malgré tout avec un ciel lumineux accompagné de quelques nuages. Les températures seront comprises entre 19 et 28 degrés. Et le vendredi 29 août, pensez à souhaiter une bonne fête aux Sabines. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.